je vois plus d'avenir en fait en Europe. C'est-à-dire que tu peux rester pour tes amis, ta famille, mais en fait tes élites sont corrompues. Pour moi, je dirais même que c'est pas de l'incompétence. Hein. Toutes les décisions qui ont été prises sont des décisions qui ont été prises sciemment. Si tu veux, cette guerre que font les États-Unis à la Chine, c'est une guerre de survie. En face, tu as la Chine avec un gouvernement qui prévoit sur 20, 30, 40 ans. À côté, tu as les États-Unis, Kamala Harris. Elle a tellement d'origines différentes qu'on a l'impression qu'elle vient d'une partout. Tu vois, ça n'a plus aucun sens. Sylvain Tiger, c'est vraiment un boss de l'économie. Et si vous aussi, vous souhaitez soutenir l'économie française et surtout l'artisanat français, eh bien, rendez-vous sur le site de notre partenaire Kalos, kalos-france.com. Vous savez qu'ils nous ont soutenus pendant le live et ils nous soutiennent sur ces replays également. Vous trouverez sur leur site plein d'articles made in France, des vêtements, des bijoux, mais aussi des couteaux. Ce sont les couteaux qui équipent l'armée française. Et en plus, avec le code Trump 2024, vous avez moins 10% sur l'ensemble du site de Kalos. Donc allez-y pour les fêtes, faites un cadeau qui a du sens avec des vrais produits français. Et toi, Brunch, t'en penses quoi? Tu veux faire un cadeau qui a du sens ou quoi? Allez, c'est parti pour la chronique de Sylvain Tiger. Donc Sylvain Tiger, fondateur d'Ultra Bourse et cofondateur de la lettre des Incorruptibles avec Olivier Delamarche. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ton sujet de prédilection, c'est l'économie. Il y a une centaine de vidéos sur YouTube d'analyse économique, mais il y a surtout, je t'ai surtout connu grâce à tes 600 shorts. Encore une fois, sur l'économie, tu as vraiment créé du contenu, on peut clairement dire ça, partout, sur Instagram notamment. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait t'inviter, parce qu'évidemment, l'économie, c'est important. C'est un des points numéro 1 avec l'immigration qui préoccupe le plus les Américains. D'ailleurs, je ne sais pas, Sylvain, tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord avec moi, mais l'économie, ici aux États-Unis, a beaucoup plus d'importance dans la politique qu'en France, dans le sens où ici, il y a un pluralisme économique, il y a une opposition de la vision économique des choses des deux parties et des camps. Et donc, il y a vraiment, les gens défendent leur camp, comme tu dis, ils défendent leur point de vue sur l'immigration, mais ils défendent leur point de vue économique aussi. C'est très central. Là où en France, c'est vraiment l'immigration qui va faire, ou l'identité, etc., qui va faire le point de débat. Mais finalement, économiquement, les différences gauche-droite, etc., ont été quasiment gommées. En France, c'est si t'aimes les Arabes ou si t'aimes pas les Arabes, quoi. non, mais on a centralisé le débat sur des sujets qui sont vraiment extérieurs à l'économie. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Sylvain, ou pas du tout? Écoute, déjà merci de me recevoir. Moi aussi, je suis un petit peu vos différentes vidéos, vos différentes publications, puis je suis assez fan de ce que vous faites. Ah, merci. Sur le thème américain, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont quand même une culture qui est assez différente de la nôtre, dans la mesure où, en fait, en France, comme tu le dis, quels que soient les partis, c'est un petit peu est-ce que je suis pro-immigration, est-ce que je suis anti-immigration, est-ce que je suis pro-islam, je te dis une bêtise, est-ce que je suis anti-islam, est-ce que je suis pro-Palestine, est-ce que je suis anti-Palestine. Sauf qu'on parle jamais de pognon, on parle jamais d'économie, et quand tu parles d'économie, les deux gros bords politiques se rejoignent, c'est-à-dire que gauche-droite, c'est la même chose, c'est collectiviser en fait, si tu veux, les ressources de l'État, taxer plus, pour au final tout redistribuer en social, etc. Et là, vous dites, je sais qu'il y a nos spectateurs qui se disent tiens, on a déjà entendu ça. Vous voyez, pour une fois, c'est pas nous. Pour une fois, c'est pas nous qui vous le disons. Là, ça sort pas de la bouche de Guise ou la mienne. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui est quand même qui s'y connaît en économie. Vous voyez, qui on est est au moins 4. extérieur à notre émission en blanc, qui vous dit la même chose. Donc, ça va peut-être rentrer. Pour vulgariser ce que dit Sylvain, c'est tous des putains de socialistes. Il le dit mieux. Globalement, c'est un petit peu ça. De toute façon, on partage les mêmes idées. J'ai vu un peu tes publications, le Guise, et je les rejoins. En France, tu as cette volonté de toujours vouloir taxer plus. Et un des gros aspects, en fait, qui différencie les États-Unis de la France, c'est que tu as un Donald Trump qui, justement, suite à son élection en 2017, a baissé les taxes. C'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés aux États-Unis était de 35%. Avant 2017, il est passé à 21% aujourd'hui, actuellement. Et ce que dit Trump, il te dit, écoute, si demain vous m'élisez, moi, un taux d'IS, un taux d'impôt sur les sociétés à 15%, je ne suis pas contre. Donc en fait, son grand cheval de bataille, c'est de se dire, écoutez, moi, je vais supprimer des impôts sur les sociétés, je vais supprimer de l'impôt sur le revenu, et je vais vous redistribuer du revenu à vous, Américains, pour que vous puissiez, derrière, développer vos entreprises. Là où, en France, en fait, si tu veux, que ce soit gauche ou droite, on est tout le temps dans le discours, écoute, on va te taxer plus. Là, on a une nouvelle taxe en France qui commence à voir le jour, qui est la taxe sur les chiens. Oui. Entendu parler, on peut taxer les chiens des gens. Bientôt un taxe sur les mèches de cheveux, les croutons de pain. Enfin, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Ils font dans l'ordre alphabétique des mots du dictionnaire, donc ils vont bien trouver. Après chien, c'est chien. Ils sortent de leur chapeau. Le truc, c'est que s'ils inventent plus de taxes, ils servent plus à rien. En parlant de taxes, je vais lire un tweet de Donald Trump que tu as repartagé qui va
que j'aimerais bien que tu commentes. Trump a tweeté il y a le 3 novembre, donc il y a 2 jours. Il a tweeté que nous sommes à 3 jours du démarrage d'une dépression économique comme on a vu en 1929. Et c'est pour ça qu'il faut, et il finit son tweet en disant no tax on tips, donc pas de taxe sur les pourboires, pas de taxe sur les heures supplémentaires et pas de taxe sur les bénéfices de sécurité sociale. Et j'ai vu que tu avais retweeté ce tweet qui a été vu par 63 millions de personnes. Est-ce que c'est ça qui t'intéresse chez un Donald Trump? Qu'est-ce qui te plaît chez Trump? Mais écoute, ce qui plaît chez Trump et ce qui pourrait plaire en fait potentiellement chez nous aussi, c'est on a toujours cette espèce de réflexe pavlovien en France qui est quand ça va pas, on taxe. C'est-à-dire que quand il y a une crise, l'État en fait prend de plus en plus d'importance dans le secteur privé. Le problème, c'est que quand l'État se saisit d'un secteur, il te le rend jamais. Pour te donner un exemple concret, quand l'État vient au capital d'une entreprise française, il va pas repartir et en général, c'est pas pour le meilleur de l'entreprise parce que derrière, c'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils te démantèlent l'entreprise, ils font n'importe quoi. 80% des subventions étatiques vont à des entreprises publiques pour les renflouer, parce qu'elles sont pas efficaces, elles sont pas bénéficiaires. Exactement, et puis tu as des entreprises comme Atos, par exemple, qui étaient des superbes entreprises françaises, qui ont été explosées dans tous les sens par des technocrates, vous les connaissez, hein, Thierry Breton qui a dit Atos a pris, entre autres, a pris des montants absolument colossaux en plus sur cette opération. Bien sûr. Une vingtaine de millions d'euros. Hein. Parce qu'ils se sucrent au passage en plus, tu vois. C'est pas juste qu'ils détruisent tout, c'est qu'en plus, la mafia, eux, ils s'enrichissent. C'est Arnaud Montebourg qui te disait une trahison, c'est 15 millions d'euros. C'est-à-dire que tous les fleurons de l'industrie française, ça se sait dans les hauts milieux. Tu es américain, tu es chinois, tu veux te prendre un secteur ou une entreprise un peu sexy française qui a une technologie qui t'intéresse. Une trahison, au bas mot, c'est 15 millions d'euros. Donc tu prends un dirigeant, un haut technocrate, il va toucher 15 millions d'euros, que ce soit en stock option ou il s'arrange comme ils veulent. C'est le prix d'une trahison en France. C'est incroyable. Donc, quant à ça, tu me posais la question, qu'est-ce qui m'intéresserait potentiellement chez un Donald Trump plutôt qu'une Kamala Harris? Si vous regardez le programme de Trump, c'est les États-Unis d'abord, le reste ensuite. Ouais. Il a mis des droits de douane de minimum, il veut mettre des droits de douane de minimum 10 à 20% sur l'importation de produits étrangers. Lui, il est vraiment pour, si tu veux, produire local. Il t'applique un espèce de protectionnisme qui est intéressant dans une certaine mesure. Parce que justement, t'as tous ces produits chinois qui viennent en fait envahir les marchés européens et américains. Mais face à ça, effectivement, il faut pouvoir réagir. Nous, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? On interdit tout simplement des technologies. Eux, ils n'interdisent pas les technologies aux États-Unis. Ils se disent, écoute, cette technologie est intéressante, on va juste la produire à la maison chez nous. Et si tu la ramènes de l'extérieur, ça te coûtera plus cher. Là, je rebondis sur ce que tu dis, Sylvain, parce qu'on a déjà entendu ce discours dans la bouche de Marine Le Pen ou quoi, en disant oui, on va taxer. Mais la différence principale, c'est qu'il ne dit pas on va juste taxer à l'étranger et comme ça, on va taxer les produits étrangers, comme ça, ils vont être obligés d'acheter chez nous. Non, d'abord, le premier truc qu'il fait, c'est la dérégulation. La dérégulation, j'arrive plus en français. La dérégulation, c'est qu'il supprime une centaine de régulations sur oui, c'est régulation qu'on dit en français. Oui, excuse-moi, un peu. Réglementation. Réglementation, peut-être, voilà. Ouais. Il déréglemente, etc., sur la production, etc. Donc, il donne le pouvoir d'abord, il baisse le taux d'imposition sur les entreprises. Donc, d'abord, il les rend compétitives. Et après, il dit, bah voilà, maintenant qu'on fait tout ce qu'il faut pour qu'elles soient compétitives, là, on va taxer les étrangers. Qu'est-ce que tu penses, Sylvain, du fait que, ok, taxer, mettre des tarifs, c'est mieux que de taxer le revenu, mais dans l'absolu, ça vient quand même enlever de la compétitivité, de l'offre, des prix attrayants pour le public. Attends, juste pour préciser pour l'audience, tariff, ça ne veut pas dire tarif, c'est un faux ami, ça veut dire taxe d'importation. Ouais. Ce qu'a dit Le Guise. Il y a des choses où même si tu laisses la marge aux entreprises, etc., tu pourras jamais être compétitif sur des biens, sur des petites choses, etc. Tu peux faire la meilleure économie du monde, tu pourras jamais être compétitif face à des gens qui font travailler des enfants de 4 ans à coup de fouet. Tu feras ce que tu veux, tu pourras avoir une économie entièrement libérale. À un moment, tu pourras pas produire moins cher que des esclaves. C'est pas possible. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, et Le Guy, je vais rebondir sur ton propos. Tu dis il faut pas acheter à des gens qui produisent avec des esclaves, on est d'accord. Il y a un vrai sujet dans les années à venir, c'est la robotisation. C'est-à-dire qu'en fait, tu as beaucoup de tâches aujourd'hui qui sont faites par des humains qui, dans au moins 20 ans, seront faites par des robots. Je sais pas si vous avez vu. Des IA. Aux États-Unis, ils t'ont sorti Optimus. Donc Tesla a sorti Optimus, un robot de $30 000 qui va pouvoir faire le ménage, faire tes courses. C'est énorme. Ouais, donc en fait, l'homme va pouvoir se concentrer sur d'autres activités à valeur ajoutée. Bien sûr. Non, mais... On va pouvoir, en fait, si tu te projettes dans ce monde-là, en fait, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as des millions de personnes qui vivent dans la pauvreté? C'est que on va te prendre des agriculteurs en Asie du Sud-Est et puis on va te les mettre dans des usines à faire des baskets. Demain, si on robotise tout ça, il y aura du chômage de masse, il y aura d'autres défis. Mais
C'est pour ça que cette compétitivité par le pouvoir d'achat, entre guillemets, par le coût du travail, elle va, à mon avis, changer dans les années à venir parce que tu verras qu'à mon avis, Oui. c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le phénomène Ford. Hein, tu sais, on remplace des Exactement. ouvriers par des chaînes d'automatisation. Dans les années à venir, ça va fortement changer. Mais si on est pragmatique et qu'on regarde ça aujourd'hui, tu peux pas, comme disait Baptiste, et je suis d'accord, tu peux pas lutter contre en fait un coût du travail qui est infiniment moins cher aujourd'hui en Asie, et notamment en Asie du Sud-Est, parce que la Chine aujourd'hui, il commence un petit peu à atteindre sa maturité. Tu sais, c'est un pays qui a énormément grossi en 20 ans. Hein. Je te donne un exemple concret. En 1980, tous les pays du monde avaient comme partenaire commercial majoritaire les États-Unis. Aujourd'hui, c'est quasiment la Chine. Peut-être pas tous les pays du monde, mais tu as plus de la moitié des pays du monde qui commercent principalement avec la Chine. Tout le continent africain, son premier partenaire commercial au continent africain, c'est la Chine. C'est plus la France, c'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Asie du Sud-Est, c'est la Chine. Moyen-Orient, ça devient la Chine, etc. Donc, si tu veux, cette guerre que font les États-Unis à la Chine, c'est une guerre de survie. Soit aujourd'hui, les États-Unis, ils arrivent à rester un petit peu dans la course, mais c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est un pays, comme le disait Jean Carillo tout à l'heure quand il est passé chez vous, c'est un pays qui est aujourd'hui devenu décadent. En face, tu as la Chine avec un gouvernement qui prévoit sur 20, 30, 40 ans. À côté, tu as les États-Unis, Kamala Harris, qui vient te dire je suis noir, je suis asiatique, je suis blanc, je suis. Elle a tellement d'origines différentes qu'on a l'impression qu'elle vient d'une partouze, tu vois, ça n'a plus aucun sens. Son seul argument de campagne. Pour une fois, c'est pas le guise qui balance des dingueries. Son seul argument de campagne, c'est je suis de telle couleur, je suis une femme, je suis de la classe moyenne, je suis riche, je suis pauvre. Et en face de ça, tu as des Chinois qui sont dans une salle, qui sont organisés, qui ont un plan à 20 ou 30 ans. Comment est-ce que tu veux rivaliser? La Chine va forcément prendre le dessus. Et en plus de ça, la Chine, qu'est-ce qu'elle fait depuis 20 ans? Elle fait des stocks d'or. C'est-à-dire que la Chine et la Russie sont les plus gros acheteurs d'or physique au monde. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux projets. Et encore une fois, c'était les États-Unis avant. C'est encore une fois quelque chose qui a basculé. Les États-Unis avant Bretton Woods, les années 70. Et ensuite, ils ont décidé d'abandonner le standard or. Exactement. Ce que fait la Chine. C'est-à-dire que la Chine est en train de préparer un yuan qui sera adossé à de l'or et qui potentiellement, mais ça sera peut-être pas dans les 5 années à venir. Mais de toute façon, les Américains, les citoyens américains vont être taxés de manière indirecte. C'est-à-dire que quand tu fais du protectionnisme, le prix augmente parce que soit tu achètes américain, soit tu achètes à l'extérieur et les taxes que le gouvernement américain met sur ces entreprises, elles sont forcément répercutées sur le consommateur. Tu réfléchis dans un truc très réduit comme ça, mais dans un contexte économique complet, pas juste taxé, tu augmentes le pouvoir d'achat américain en faisant ça. Et donc, puisque tu augmentes l'argent que les entreprises locales font, donc tu fructifies l'économie locale, donc par biais de ça, forcément, tu as plus d'embauches, des meilleurs salaires, des meilleures choses, puisque tout le monde fait plus de bénéfices. Mais c'est là où je suis pas d'accord. Parce que ça baisse en productivité, les entreprises locales, elles ont moins de compétition, elles ont moins intérêt à faire du mieux qu'elles peuvent. Parce qu'elles sont protégées par l'État, justement. Mais on est d'accord que c'est un grand débat chez les supporters de Trump. Les tarifs, oui, bien sûr. Est-ce que c'est bien ou pas? Et pour en revenir, du coup, Sylvain, pour essayer de revenir sur si tu veux bien, sur la campagne, à côté de ça, donc là, tu nous présentes un peu justement ce qui te plaît chez Trump, etc. À côté de ça, économiquement, est-ce qu'il y a des gros points du programme de Kamala Harris que tu pourrais nous citer, qui sont vraiment centrés sur l'économie? Les gros points du programme de Kamala Harris, c'est un petit peu continuer ce qui a été fait avec Joe Biden, c'est-à-dire des investissements massifs dans ce qu'ils appellent les infrastructures, l'économie verte, la transition écologique, l'indépendance énergétique. Donc en fait, si tu veux, ils ont investi donc sous le mandat Biden plus de 3500 milliards, quelque chose comme ça, dans des projets d'infrastructure majoritairement. Et ils ont engagé énormément de dépenses. Moi, je ne sais pas si c'est des dépenses qui sont forcément utiles dans le stade où ils sont. Par contre, le coup qu'ils ont extrêmement bien joué ces 5 dernières années, et ça, il faut le reconnaître, c'est qu'ils ont anéanti l'Europe de façon stratégique, et ça, il faut en parler. Si aujourd'hui l'Europe est absolument morte, si aujourd'hui les industries allemandes sont absolument mortes, c'est pas par hasard, ça s'est pas passé par l'opération du Saint-Esprit. Il y a une vraie, en fait, si vous voulez savoir ce qui se passe en Europe et à qui profite le crime, il faut juste se poser la question de qui bénéficie de ce qu'il se passe actuellement en Europe. Quand vous regardez que les prix de l'énergie ont explosé parce que les relations entre l'Europe et la Russie se sont détériorées, qu'est-ce qui s'est passé? Les industries européennes, elles sont mortes. Et aujourd'hui, Volkswagen ferme des usines en Allemagne et beaucoup d'entreprises allemandes vont ouvrir des usines aux États-Unis. Oui. Pourquoi? Parce que les États-Unis garantissent à ces industries un coût de l'énergie et de l'électricité qui est bien plus faible qu'en Europe, et ils leur donnent tout un tas d'infrastructures qui sont intéressantes. Donc,
l'anéantissement économique de l'Europe actuelle qu'on a vu ces 5 dernières années, c'est-à-dire une énergie chère, une désindustrialisation, ça a profité majoritairement aux États-Unis. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils s'en sortent bien. C'est-à-dire qu'après le Covid, ils ont émis 20% de tous les dollars qui existent aujourd'hui ont été émis à partir de 2020. Ils ont fait beaucoup d'inflation, beaucoup de dépenses publiques. Ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on va récupérer du pognon? Il y a eu ce dossier avec l'Ukraine et la Russie, c'est super, ça permet d'éliminer un concurrent. Tu veux dire qu'ils ont épongé un peu, c'est-à-dire qu'ils ont minimisé les pertes, c'est-à-dire qu'ils ont merdé après le Covid avec une inflation terrible en imprimant des billets, et ils se sont dit comment on peut juguler un peu l'inondation, et donc tu veux dire que la stratégie ça a été d'utiliser le cheval de Troie entre guillemets, ou je sais pas, enfin le bras de levier de l'Ukraine, etc., pour faire que l'Europe prenne des décisions au niveau énergétique, etc., qui les valorisent. En fait, il y a 2 fronts qu'ils ont ouverts. Ils ont ouvert le front en Europe, ils ont ouvert un front au Moyen-Orient, ils ont ouvert un front aussi à Taïwan. Donc il y a 3 fronts sur lesquels sont les États-Unis. Honnêtement, s'ils le font, c'est parce qu'ils sont dans une situation où en fait ils sont obligés de le faire parce que c'est leur survie qui en dépend. D'accord ? Et les États-Unis avaient 2 choix. C'était soit ils sacrifiaient l'Europe, ils tuaient l'euro, auquel cas, qu'est-ce qui se passe quand tu as une monnaie comme l'euro qui dévisse? Tous les actifs des riches européens vont être transférés en dollars parce que quand ta monnaie nationale perd de la valeur, ce qui est le cas de l'euro, hein, l'euro a perdu 3%, même pas entre septembre et aujourd'hui, 3 ou 4%. Quand tu as une monnaie qui dévisse comme ça, les gros capitaux vont se mettre dans une autre devise. Et aujourd'hui, quelle devise tu peux acheter assez facilement, qui est la devise numéro 1 dans le monde? C'est le dollar. C'est dollar ou franc suisse. Ouais, bien sûr. Ça leur permet de capter déjà une grosse partie de l'épargne financière européenne. Les riches familles commencent à mettre leur patrimoine autrement que dans de l'euro. Et de 2, avec le dossier Russie-Ukraine, ça a permis de tuer l'industrie européenne, de la délocaliser aux États-Unis. Ça te crée des emplois, ça te crée de l'argent. Ce qui se passe actuellement aujourd'hui entre Israël et tous les pays du Moyen-Orient, c'est que pour l'instant, le conflit n'est pas encore en train de déraper. Si le conflit venait à déraper, qu'est-ce qui se passerait? On est dans la région du pétrole. Qui est-ce qui produit du pétrole aujourd'hui dans le monde? Tu as bien évidemment l'Arabie Saoudite et tous les pays du Moyen-Orient, mais les États-Unis produisent également du pétrole notamment de schiste. Donc si demain, il y avait une crise au Moyen-Orient et que les prix du pétrole exploseraient, ça profiterait aussi indirectement aux États-Unis qui produisent du pétrole. Là, nous, au Texas, on se régalerait. Ouais, là, c'est... Exactement. Donc, si tu veux, les États-Unis ont plusieurs fronts aujourd'hui. Là où il y aura une vraie histoire, un vrai sujet, c'est si le camp de Donald Trump est élu. Trump ayant des meilleures relations avec la Russie va peut-être apaiser les tensions sur le dossier Russie-Ukraine, peut-être même au Moyen-Orient, parce que au Moyen-Orient, tu as l'Iran qui est soutenu par la Russie, tu as Israël qui est soutenu par les États-Unis. Donc déjà, là, il y a un vrai sujet. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on voit souvent ce message de Trump n'aurait pas lancé toutes ces guerres dans le monde. Trump aurait réussi à préserver une certaine forme de paix dans le monde. Toi, tu dis qu'il n'aurait pas eu le choix? Trump, aujourd'hui, c'est un businessman avant tout. Hein. C'est pas un guerrier, c'est celui qui a retiré les troupes américaines de l'Afghanistan. Tu vois, donc, je suis pas sûr que ce soit le plus grand guerrier. Je pense plutôt que le lobby des armes et tout ce lobby-là serait plutôt du côté des démocrates. En tout cas, la track record est que c'est sous leur mandat qu'il y a eu tous ces conflits. Hein. Il n'a pas fait une guerre commerciale, mais la guerre militaire, c'est pas lui qui a fourni des armes ou qui a balancé de l'argent à l'Ukraine à coups de milliards tous les mois. Quoi. On est d'accord que les Américains, ils jouent leur carte, mais on a aussi l'Union européenne qui vient interdire les moteurs thermiques. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec toi, j'allais rebondir sur ce que tu dis. C'est que quand tu dis que les décisions qui ont été prises en Europe, etc., vis-à-vis de l'Ukraine, de l'énergie, etc., ont profité aux Américains, ces décisions-là, l'Union européenne, elle s'est suicidée toute seule. Parce que, je veux dire, personne ne leur a mis un flingue sur la tempe pour le faire, tu vois. Ouais. Donc à un moment, faut pas, tu vois, je veux dire, c'est un peu facile de dire oui, mais c'est la faute des Américains. Les décisions à la con, les sanctions sur la Russie, toutes ces conneries-là, tu vois, je veux dire, ils n'ont pas eu à nous forcer. Alors, moi, je suis 100% d'accord avec toi, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles moi je dis tout le temps aux gens s'ils sont jeunes, honnêtement, je vois plus d'avenir en fait en Europe de façon assez rationnelle. C'est-à-dire que tu peux rester pour tes amis, ta famille, mais en fait tes élites sont corrompues parce que pour moi, je dirais même que c'est pas de l'incompétence. Hein. Toutes les décisions qui ont été prises sont des décisions qui ont été prises sciemment. On est aujourd'hui les vassaux, enfin les vassals des Américains. On est, si tu veux,
leur pion, hein. C'est-à-dire qu'ils ont avancé leur pion pour récupérer l'industrie européenne, récupérer les actifs financiers, nous vendre du pétrole de schiste. Oui, non, mais ce que dit Baptiste, c'est que ça, Non, mais les décisions de l'Union européenne. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit on est vassaux, etc. Mais en fait, c'est complice. C'est-à-dire que les mecs c'est pris sciemment. Il n'y a pas de force. C'est ça que tu disais, Sylvain. Pour moi, il y a une complicité parce que c'est très simple, les gars. Le dossier Alstom, c'est clairement ça. Ouais. Alstom General Electric, c'est un dossier où on va donner une technologie française à des Américains. Et ces Américains nous prennent les brevets et nous revendent la coquille vide, je sais plus, 2 ou 3 fois plus cher 5 ans plus tard. C'est absolument ridicule. Ça rejoint tout à fait ce que disait Rochdy tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait l'empire américain se comporte comme un empire, et le problème c'est le vassal européen qui veut rester un vassal, et qui du coup lui donne toutes les cartes, entre guillemets, lui montre ses cartes et lui dit oui vas-y, parce que nous de toute façon ça nous arrange d'être sous la protection américaine, etc. Donc c'est ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas le grand coupable américain, ça se fait dans une cohésion totale, c'est-à-dire que le maître et l'esclave jouent leur rôle, l'esclave veut rester esclave et le maître veut rester maître, quoi. D'accord. J'aimerais comprendre un petit peu. Sylvain, je t'ai pas. Pour moi, c'est la lecture la plus logique. On aimerait que ça soit de l'incompétence parce ça serait moins douloureux de se dire qu'ils sont idiots. Mais c'est plus logique que qu'il y ait des rétrocommissions. Bien sûr, c'est une mafia. Ouais. J'aimerais comprendre un petit peu du coup l'intérêt de Donald Trump dans tout ça, parce que tu dis que l'Amérique a un intérêt du coup à affaiblir l'Europe et à recapturer cette industrie, mais Donald Trump lui est moins intéressé par l'Europe que les démocrates. Il a plus envie d'être de laisser l'Amérique en dehors de ces conflits-là, mais il est aussi America First. Du coup, comment est-ce qu'on peut être America First et du coup laisser sur la table cette industrie européenne qui est rachetable? Comment est-ce qu'on réconcilie ça? On va voir. À mon avis, ça c'est des guerres d'intérêt dont on n'est pas au courant, parce qu'à mon avis, c'est des cercles qui nous dépassent. Mais à mon avis, le camp démocrate, c'est un camp qui a des intérêts économiques très spécifiques et qui pousse dans le sens de ses intérêts. Trump, il a d'autres intérêts. Donc, si j'essaye de réfléchir un petit peu en prenant de la hauteur, chacun va aller dans le sens de son industrie ou de ses intérêts. Donc, je pense qu'on a peut-être une rupture entre les deux. Trump, il est moins interventionniste, il va plutôt vouloir attirer justement les entreprises, attirer les capitaux, au lieu d'aller déclencher une guerre en Europe. Après, comme je pense pas que Trump vende des armes ou ait des. Enfin, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il a intérêt dans toutes ces industries-là, donc il va pas forcément pousser là-dedans. Donc, faut plutôt réfléchir comme ça. Quand il y a une guerre, c'est qu'il y a deux États ont intérêt à faire cette guerre. Et donc, si les États-Unis font la guerre actuellement, quels sont leurs intérêts? Imposer le dollar, vendre du pétrole, vendre des armes. Voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas 10 000 choses. Hein. C'est du déficit pendant le Covid. Tu as besoin de faire rentrer de l'argent. Comment est-ce que tu fais? Tu relances ton industrie via la guerre. Pétrole, c'est intéressant de voir que toutes ces choses qui ont été imputées pendant des années dans la culture populaire aux républicains, on connaît Bush. Bush, après Bush, bon, c'était un peu guerre du Vietnam et compagnie. C'était véritable, quoi. C'était vraiment, il était vraiment comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait l'image de les républicains, c'est Bush, etc. Aujourd'hui, ça a complètement changé parce qu'aujourd'hui, c'est les démocrates qui agissent vraiment comme ça, qui ont cette politique, comme tu l'as dit, on n'explosait plus de pétrole histoire de faire monter, etc. De l'interventionnisme, tout ça. Et aujourd'hui, le candidat républicain qui est là pour plutôt au contraire, qui a d'autres perspectives en tout cas pour aider l'Amérique, et qui se dit non, il y a peut-être d'autres coups à jouer. C'est intéressant de voir un petit peu ce retournement de situation, parce qu'aujourd'hui ce comportement de l'administration Biden, c'est vraiment, ça ressemble très fortement à Bush et l'Irak, tu vois ce que je veux dire. C'est fou de voir comment comment tout ça a évolué. Comportement prédateur, complètement. T'es d'accord avec ça, Sylvain? Ouais, écoute, comme tu le dis, on vit une époque assez formidable. Hein. C'est-à-dire que les anciens gentils sont devenus les méchants, les anciens méchants sont devenus les gentils. Ça change tout le temps, en fait. Hein. Sylvain, merci beaucoup. Je voudrais te poser une dernière question, vu que toi, tu es très sur les sujets bourse. Est-ce que l'élection de Trump ou de Harris va changer ta stratégie d'investissement? Et pourquoi? Non, mais si tu veux, les tests d'investissement restent le même. C'est-à-dire que là, au moins, sur un temps, je dirais, moyen terme, moi, je pense que le dollar restera une devise qui sera intéressante à avoir. Donc, que ce soit Trump ou que ce soit Harris, le dollar, en tout cas, ça restera une monnaie de réserve pour un petit moment. T'as Trump qui veut quand même remonter les taux d'intérêt, si je te dis pas de bêtises, donc ce qui profiterait potentiellement à la devise, donc au dollar américain, mais ce qui serait pas forcément bon pour les actions. Moi, je ne changerais pas spécialement de stratégie, parce que la majorité de ce que je fais est décorrélé en fait des marchés financiers. Je fais beaucoup de mon côté.
Mais pour quelqu'un qui suit les marchés financiers, un Trump, en général, ce sera bon pour les marchés financiers. Tu regardes le S&P 500 de 2016 à 2021, en gros, sous le mandat de Trump, il s'est très bien comporté, ça s'est très bien malgré passé le Covid. Pour les entreprises. En fait, si tu veux, comme il a baissé les taxes, ça a augmenté la profitabilité des entreprises américaines. Donc, si demain, il te passe ton IS de 21% à 15%, mécaniquement, il y aura un effet d'ajustement sur les entreprises américaines. Eh oui, c'est pas faute de le répéter. Merci en tout cas, Sylvain. Merci énormément. Merci. Où est-ce que les gens peuvent te suivre vite fait avant que tu nous quittes ? Écoute, ils peuvent me suivre sur ma chaîne YouTube, le Sylvain Tiger, et puis on fait des vidéos assez souvent là-dessus. Ouais, je crois que t'as TikTok aussi, non ? Ou alors j'ai vu un extrait qui n'était pas posté partout. Ouais, c'est pareil, toujours pareil, c'est Sylvain Tiger sur tous les réseaux. Eh ben, merci beaucoup vraiment d'avoir pris de ton temps, et puis on espère te recevoir une prochaine fois sur Radio Dixie, par exemple. Ouais, avec plaisir. À très bientôt. Merci Sylvain. Bonne soirée.